Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre, j'anime l'émission Côte-Nord Attitude et le mardi, je suis en compagnie du journaliste de Cogeco TV, Tommy Auger, bonjour. Salut! Ça va, Tommy? Ben oui! Oui, on a une émission assez chargée aujourd'hui. Du côté de ton émission de télévision qui va être diffusée demain, il y a beaucoup de sujets aussi, hein? Ben on revient, on n'avait pas eu le temps de traiter là, du passage du nouveau président de l'UMQ, là, de l'Union des municipalités du Québec, donc on vous présente ça cette semaine également. C'est parce qu'il est en même temps que le PDG d'Investissement Québec. On est très chargé, très occupé ces temps-ci, puis on revient également sur le transfert des services là, du Centre d'action bénévole qui ont été repris là, par le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord, section Sept-Îles. Bon, ça c'est à TV, Cogeco TV, 555 exact. Pour les abonnés du câble Cogeco à partir de demain soir. Nous, ce midi, d'abord, Tommy, on va s'entretenir, c'est fait, j'ai enregistré ce matin. Oui, ça arrive. Avec le directeur des métallos du Québec, Alain Croteau, c'est un ancien de Sept-Îles, bien sûr, comme bien des gens à la haute direction des métallos au Québec et au Canada. On passe souvent par le bureau de Sept-Îles. Son adjoint, c'est le cas aussi, Dominique Lemieux, et bien d'autres avant eux. La semaine dernière, c'était le 52e congrès annuel des métallos, et cette semaine, c'est le congrès de la FTQ qui se déroule du côté de Montréal. Alain Croteau, il défend toujours des points importants pour la Côte-Nord, comme le dossier des retraités de Cliff. Ouais. On va discuter de la situation dans l'industrie minière également avec Monsieur Croteau, une entrevue qu'on vous propose vers midi 15 minutes. Hier, sur les ondes de Cogeco, justement, Tommy, j'ai écouté la séance publique du conseil municipal de Sept-Îles. Je crois bien que Charlotte Audette, la conseillère du secteur... Elle a annoncé que c'est couleur, hein? Ouais, elle a annoncé qu'elle serait candidate dans son district. Elle souhaitait renouveler son mandat comme conseillère municipale pour les 4 prochaines années. On sait qu'il y a des élections dans moins d'un an maintenant. On va commencer à en entendre de plus en plus parler ceux qui vont se présenter. C'est ça, on va commencer à en parler de plus en plus. Mais on commence ce midi. Charlotte Audette sera avec nous. On fait le bilan de son implication au conseil municipal. C'est ce qu'elle a fait hier soir à la séance publique, le bilan de la dernière année. Elle est à la retraite maintenant, ça fait qu'elle a un peu plus de temps. Entre autres, elle en a consacré beaucoup du temps au projet de jardin communautaire, au comité Vigilance Santé, la station de ski Galix également. On va parler de ces dossiers-là et de politique municipale avec la conseillère Charlotte Audette, qui a été élue pour la première fois il y a 3 ans, et puis qui semble apprécier le rôle d'élu municipal puisqu'elle veut renouveler. Également, Tommy, on s'entretient avec le docteur Annick Aymon vers midi 40. Exactement, c'est la nouvelle présidente de la campagne de financement qui s'amorce là 2017 du côté de la Maison de la famille de Port-Cartier. Donc, un médecin là qui a été choisi connaît bien puisqu'elle agit comme médecin de famille dans sa ville natale de Port-Cartier. Elle aurait pu s'établir à plein d'autres endroits, mais elle a décidé de revenir dans sa ville natale. Quand t'as un diplôme en médecine, t'as le choix. T'as le choix, puis surtout qu'il y a des endroits là comme Bécomo là qui essaient d'attirer et d'aller chercher avec des incitatifs les médecins. Donc elle a décidé de revenir à Port-Cartier. Un bon mandat là devant elle parce que c'est une année assez chargée avec des déménagements, un anniversaire également du côté de la Maison de la famille de Port-Cartier. Donc on aura l'occasion de lui parler pour lui jaser là de sa présidence de la campagne 2017. Et puis on parle des assurances pour nos motoneiges, nos VTT, véhicules récréatifs à la chronique assurance avec l'expert Guy Duchesne en fin d'émission Côte-Nord Attitude, soit vers midi 50 minutes. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais d'abord, c'est à voir un navire assez spécial, le Transshelf, qui effectue actuellement des manœuvres de pratique dans la baie de Sept-Îles en vue de travaux qu'il ira réaliser au port de Québec. Il s'agit d'un bateau assez rare, du même type et appartenant à la même compagnie que celui qui a réalisé le transport spectaculaire d'une plateforme de forage de Petrobras à Sept-Îles, de Sept-Îles jusqu'au Venezuela. On s'en souvient, c'était un spectacle maritime qu'on
avait dans la baie de Sept-Îles à cette époque en 1999. Le navire monocoque submersible qu'on retrouve présentement dans la baie de Sept-Îles se prépare chez nous pour aller souder des supports au port de Québec. Selon le maître du port à Sept-Îles, Sean Grant, le Trans-Shelf, comme le Mighty Servant One, qui est venu chez nous en 1999, ben, ce sont des navires exceptionnels qui réalisent des opérations spéciales que l'on voit assez rarement. Toujours impressionnant de voir des bateaux rentrer en dessous de l'eau. Le docteur Pierre Gauthier est décédé à la maison de soins palliatifs Les Limes des Sables dimanche à l'âge de 80 ans. Spécialiste en pédiatrie, il a pratiqué à Sept-Îles de 1969 à 2013. Le docteur Gauthier a agi comme directeur des services professionnels à l'hôpital de Sept-Îles et s'est impliqué à divers niveaux dans la communauté. Il a aussi œuvré comme président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec de 1994 à 2001. La présidente actuelle de la Fédération, Dr Diane Franqueur, croit que le réseau doit beaucoup au Dr Gauthier. Elle mentionne qu'il est un visionnaire qui avait à cœur de concilier les besoins de la population avec ceux de l'Organisation des soins de santé. Dr Pierre Gauthier sera exposé jeudi à la maison funéraire AGM de Sept-Îles. Le service sera chanté à l'église Marie-Immaculée vendredi à 10h30. Le réseau de la santé poursuit 3 projets importants d'amélioration des infrastructures pour Sept-Îles. Le 6 Côte-Nord a déposé la semaine dernière le 3e projet dans l'échéancier prévu, soit un projet de dispensaire urbain pour l'enseignement clinique au cégep de Sept-Îles. Ça a été déposé au ministère de la Santé. La réalisation du projet permettrait à la fois d'améliorer la formation dans une clinique unique au Québec basée sur les pratiques sécuritaires et d'offrir certains soins de santé courants. Le 6 Côte-Nord réserve 350 000 $ pour ce projet qui est prévu au pavillon Alouette. Le cégep de Sept-Îles et l'Université du Québec à Chicoutimi fourniront des laboratoires et des locaux. Le reste du financement dépend maintenant du ministre de la Santé. Le 6 Côte-Nord prévoit d'abord inaugurer l'agrandissement du nouveau centre Gustave-Gauvreau. Ça va se faire au cours de l'hiver ou encore au printemps 2017. Le chantier de 28 millions de dollars tire à sa fin. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord espère aussi une réponse positive bientôt de la part du ministre pour le financement d'un projet de modernisation à l'urgence de l'hôpital de Sept-Îles, un projet évalué à 51 millions de dollars. Le ministre Gaétan Barrette a constaté la nécessité de réaliser de tels travaux lors de son passage à Sept-Îles en juin dernier. La station de ski Galix prépare sa prochaine saison malgré le retard de la neige. Les responsables ont réalisé quelques tentatives d'enneigement artificiel au cours des derniers jours. Par ailleurs, la conseillère Charlotte Audet a exprimé hier à la séance publique du Conseil de Sept-Îles ses inquiétudes concernant la construction d'un nouveau chalet à Galix. Le gouvernement du Québec réserve 1,5 million de dollars, ce qui représente 50% du projet de modernisation. La station de ski doit trouver 400 000 $ pour une mise en chantier l'été prochain. L'Assemblée générale annuelle a eu lieu samedi à la station de ski Galix. Le nouveau conseil d'administration devra mettre en place un plan de financement pour éviter de perdre la subvention provinciale. Et puis, mentionnons qu'il y a des travaux qui se prolongent. Ils vont se prolonger jusqu'au 15 décembre sur le pont enjambant la rivière Riverain au kilomètre 905 de la route 138. C'est dans le secteur Pentecôte, dans les limites de la municipalité de Port-Cartier. La circulation se fera en alternance. Les travaux s'effectuent entre 7h30 et 17h30 du lundi au jeudi et le vendredi jusqu'à midi. C'est des feux de circulation qui gère le trafic sur la route 138 à cet endroit. Voilà, ça complète ces actualités régionales. Le directeur des Métallos du Québec, Alain Croteau, est avec nous en entrevue dans quelques instants. Nous recevrons aussi Charlotte Audette, on en parlait tantôt avec la station de ski Galix, la conseillère municipale de la ville de Sept-Îles, vers 12h30 sur nos ondes. Attitude. Vous aimez prendre soin des enfants et vous aimeriez en faire une profession? Devenez éducatrice en service de garde en milieu scolaire grâce à la formation à distance en classe virtuelle interactive. Cette formation, d'une durée de 3 mois, est entièrement financée et vous est offerte en alternance travail-études.
En avant-midi, l'enseignement théorique dans le confort de votre foyer. Et en après-midi, l'enseignement pratique auprès des enfants dans un service de garde près de chez vous. Pour information, 1-418-698-5000, 1-418-698-5000. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88-968-1717. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Or. La salle de spectacle Jean-Marc Dion, en collaboration avec SC Sonorisation Éclairage, vous présente samedi, le 3 décembre à 20h, La Souricière. Dans les années 50, en banlieue de Londres, Molly et Giles Ralston transforment le manoir Monkswell en auberge. Le jour de l'ouverture, ils sont immobilisés par une tempête de neige avec leurs 6 pensionnaires. Puis, soudainement, un des clients est assassiné. Le meurtrier est l'un d'entre eux. Tension, interrogatoire, comédie et mensonges sont quelques-uns des ingrédients qui font de La Souricière un succès. Agatha Christie, la reine du crime, nous transporte dans un suspense à indices où les pistes sont brouillées avec une grande habileté. Des billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle est présente pour vous sur Facebook. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. C'est la 52e assemblée annuelle des métallos qui a pris fin vendredi à Trois-Rivières. Ça a regroupé quand même 400 travailleurs de partout au Québec. Il va y avoir sûrement beaucoup de personnes de la Côte-Nord également. On le sait chez nous, là, avec notre industrie minière, le syndicat des métallos, c'est important. D'ailleurs, à la direction des métallos, il y a plusieurs anciens de Sept-Îles, dont Alain Croteau, qui a travaillé au bureau comme coordonnateur ici, là, pour tout l'Est du Québec à partir du bureau de Sept-Îles, qui est maintenant directeur des métallos du Québec. Bonjour Alain Croteau. Bonjour Jean, ça va bien? Oui, ça va super bien. Il y avait sûrement une bonne participation de la Côte-Nord au congrès qui a pris fin vendredi. On a parlé, entre autres, du dossier de Cliff, là, des retraités de Cliff. Ben oui, il y avait des gens de partout de la Côte-Nord, il y avait des gens de Cliff. En même temps, j'aimerais ça profiter de l'occasion pour saluer tous mes amis dans la région de Sept-Îles et de la Côte-Nord au complet. J'aime ça aller vous voir de temps en temps. Je vais essayer d'y aller bientôt, là, après fête. Donc, ça me fait plaisir d'aller prendre un petit verre d'eau avec vous autres. Et justement, donc, la Côte-Nord était bien représentée. Les gens de Cliff y étaient. On a pris le temps là, d'adopter une résolution, justement. On voudrait bien corriger la loi concernant les faillites au Canada. Ben oui, vous savez, lorsque Cliff Natural Resources Canada a fait faillite, la compagnie mère, Cliff, aux États-Unis, a continué à vivre. Cette compagnie-là a continué à donner des dividendes à ses actionnaires, puis a continué à fonctionner. Tandis que Cliff Canada, il est mort, en fin de compte, il est décédé. Ça fait en sorte que nos retraités, en ce moment, ils ont été coupés de 21% sur leur chèque à tous les mois de leur chèque de retraite. Puis en même temps qu'ils ont été coupés de 21%, leurs assurances collectives ont été arrêtées. Donc ça fait en sorte qu'on a des retraités qui doivent faire des choix importants en prendre leurs médicaments ou faire une autre activité quelconque. Donc moi je pense que pour nos retraités, c'est un peu devenu comme l'aide sociale ou l'assurance emploi. Là. Ils ont des pertes de revenus importantes. Un congrès des métallos, on discute de toutes sortes de choses. On a parlé entre autres de santé, de sécurité au travail, Alain, mais la réalité de la Côte-Nord, là, les difficultés de l'industrie minière, le cycle de certains métaux, le fer, le titane, ça va pas très bien. J'imagine ça a marqué un petit peu le congrès, là, le contexte économique actuel. Ah, c'est sûr que c'est pas facile sur la Côte-Nord. C'est pas facile non plus en Abitibi concernant les métaux. Sauf que oui, effectivement, ça l'a fait nos débats ont été accentués là-dessus. Mais pour revenir un petit peu à Cliff, présentement, on fait circuler une pétition là, qui a été faite par Marilyn Gill, la députée fédérale du Manicouagan, pour le Bloc. Et puis cette pétition-là demande à ce qu'on devienne des créanciers prioritaires lorsqu'il y a une faillite. Donc lorsqu'on a des régimes de retraite à prestation, que des travailleurs deviennent des créanciers avant de passer par les banques. Vous savez, des banques, là, t'as un numéro de compagnie, puis ça a des actionnaires, et puis bon, l'argent sort de la région. Tandis que les travailleurs qui ont travaillé toute leur vie, puis qui se retrouvent avec une faillite, sont même pas des créanciers prioritaires, sont les derniers en bas de la liste. Puis moi, je pense que c'est ceux-là qui devraient être payés en premier, avant les banques. Donc on parle d'humains, on parle plus de compagnie. Donc il faut penser aux humains
dans notre société un peu plus pour que ça soit plus vivable pour tout le monde. Surtout pour les régions. Sinon, nos régions, ils vont se vider une après l'autre. Et, au métallo, on veut pas ça. Il y a aussi été question beaucoup des conditions de travail des jeunes. Hein? Ça, je trouve ça intéressant. Toi, tu as signé plusieurs conventions collectives avec les grands donneurs d'ordre, les grandes compagnies de la Côte-Nord. Là, nos jeunes, ils commencent toujours en bas de l'échelle, puis les métallos aimeraient ça, les voir avec de meilleures conditions pour leur avenir, entre autres. C'est que les compagnies, qu'est-ce qu'ils font? C'est que il y a comme un flou dans la loi sur les normes du travail présentement concernant les régimes de retraite. C'est que on peut pas avoir une grille salariale avec qui est basée sur la date d'embauche. Sauf que pour les régimes de retraite et pour les assurances, il y a un trou. Les employeurs peuvent le faire. Il y a une décision de la Cour suprême qui a été rendue là-dessus l'année passée. Donc ça fait en sorte que les employeurs en ont fait une idéologie. Même si les régimes sont capitalisés à plus de 100%, aux tables de négociation, ils nous demandent de faire un régime à 2 vitesses. Donc un régime qui demeure en place pour les plus vieux et pour les nouveaux employés dans le futur, un autre régime qui est moins payant. Donc ça fait en sorte de nous diviser parce que vous savez, en bout de piste, au bout de 9, 10, 15 ans, nos plus vieux qui ont voté contre les jeunes, là, ils vont se retrouver en petit nombre, puis nos jeunes vont se souvenir de nos plus vieux, et puis ils vont se souvenir d'eux autres, puis ça va faire en sorte qu'en 10, 15 ans, mais on va être divisés, puis ça fait en sorte d'affaiblir notre force à une table de négociation. Donc, nous, on veut que tout le monde soit égal. La discrimination, là, c'est pas juste basé sur le salaire. La discrimination, c'est basé aussi sur l'âge des personnes puis l'embauche de la personne à ce moment-là. Donc, c'est très important, ça. Oui, il y a aussi été question du salaire minimum. J'imagine qu'on pensait aux jeunes également dans ce débat-là. Là. On a adopté une résolution. Ça va avec la FTQ puis tout le mouvement syndical. Là. On voudrait un salaire minimum à 15 $ au Québec. À 15 $, oui. Le salaire minimum à 15 $, là, on va vous dire une affaire. Là, en ce moment, il est à 10 et 75. Moi, je sais pas toi, là, Jean, je te connais, là. Je suis dépensé un peu, et moi aussi. Je suis pas capable de vivre avec ça, 10 $ et 75 $. Puis même à 15 $, là, c'est pas un char, là, c'est pas le gros char. Donc là, moi je pense que les McDonald's de ce monde, là, tu sais, les multinationales de ce monde qui emploient ces gens-là à salaire minimum, là, lorsqu'ils donnent des dividendes à leurs actionnaires parce qu'ils payent pas assez leur monde, là, ces dividendes-là, où c'est que tu penses qu'ils s'en vont, ce genre, ces dividendes-là? Ça s'en va ailleurs dans d'autres pays. Tandis que si on donne 15 $ à notre monde ici, là, au Québec, dans toutes les régions, là, ça va faire en sorte que la personne là, qui reçoit 15 $ de l'heure, là, elle ne met pas dans un paradis fiscal ou un dépôt à terme. Elle dépense parce qu'elle n'a pas le choix de le dépenser. Donc, c'est ça qu'on veut faire au métallo, c'est ça qu'on veut faire à la FTQ, convaincre le gouvernement de hausser le salaire minimum à 15 $. C'est un enjeu majeur pour nous autres. Est-ce qu'on ne devrait pas être surpris qu'on parle encore beaucoup de santé et de sécurité au travail dans des congrès annuels du syndicat des métallos? Là, on aurait pu croire que c'est des acquis dans les grandes entreprises où les métallos sont présents, mais il faut toujours être vigilant, c'est ça le message? Ben, il faut toujours être vigilant. Bon an, mal an, là, Jean, là, au Québec, il y a 200 décès à cause des lésions professionnelles. Une lésion, là, c'est soit une maladie ou un accident de travail attribué à cause du travail. Ouais, puis là, on parle pas de tous les autres accidents qui est perte de bras ou d'autres choses. Ça, sans compter les autres accidents graves. Donc là, tant qu'il va y avoir 200 personnes qui vont décéder au Québec à cause de leur milieu de travail, moi, je pense qu'il faut pas lâcher. Au contraire, il faut continuer de répéter le message, forcer nos gouvernements à mettre les groupes prioritaires partout au Québec, pas juste dans les 2 principaux secteurs. Vous savez, là, il y a 4 autres secteurs qui sont pas touchés par les représentants en prévention, qui sont pas touchés par les comités de santé et sécurité. C'est tout ça qu'il faut remettre en place. Les plans de prévention, là, vous avez 4 secteurs au Québec qui sont pas touchés par ça. Je vais vous dire, moi, Jean, là, moi, je vais me battre bec et ongle pour que ça soit accepté partout au Québec, ces programmes-là, les comités, puis les représentants de prévention, tant qu'il va y avoir 200 décès au travail au Québec. Ouais. C'est une bataille des métallos, puis ça va être une bataille, on va essayer d'en faire une bataille de la FTQ aussi. Oui, c'est ça, la saison des congrès se poursuit, là. Actuellement, tu es au congrès de la FTQ, ça c'est toute la semaine aussi, ça? Oui, ça c'est toute la semaine, oui. En terminant, Alain, ton adjoint est aussi un ancien de cette île, Dominique Lemieux. J'imagine qu'au bureau des métallos à Montréal, là, la Côte-Nord, la réalité de la Côte-Nord, c'est bien connu, puis ça vous suit, hein? En plus de s'ennuyer de la région, les dossiers de la Côte-Nord, t'es tiens à cœur, puis t'es défends. Je leur parle à toutes les semaines de mes présidents de la Côte-Nord, puis mes dirigeants. Tous les semaines, on est en ligne, puis je suis très proche d'eux autres, puis je les lâcherai pas. Je vous le dis, on va tout faire
faire en sorte, là, surtout qu'il y a des grosses négos qui s'en viennent à la Côte-Nord, là, concernant ArcelorMittal, ça va commencer bientôt, le mois de décembre. Puis moi, j'ai un message à lancer aux gens. Si les gens se tiennent debout, puis qu'ils sont ensemble, qu'ils sont unis, ils vont être backés par tous les métallos au Québec, sans exception, et par tous les métallos canadiens aussi. Donc, c'est le message que j'avais à lancer à ces gens-là. Bon, Alain Croteau, je rappelle que tu es maintenant directeur des métallos pour tout le Québec. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous ce midi à Côte-Nord Attitude à Sept-Îles. Ça me fait plaisir, Jean, puis si je fais d'autres entrevues, rappelle-moi. On se reprendra sûrement. Salut. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Attitude. Chez Maxi, c'est frais pis c'est pas cher. La preuve, écoutez la fraîcheur qui sort de ce fruit-là. Maintenant, écoutez le pas cher qui sort de ce fruit-là. Maxi. Ben oui, Maxi. Souvent, les gens me disent, « Ah, ouais, ben, si t'es si brillant que ça, toi, trouve-en donc une place où c'est frais pis c'est pas cher. » Ben, c'est ça que j'ai fait. Maxi. Ben oui, Maxi. La salle Jean-Marc Dion et Aluminerie Alouette présente ce mardi 29 novembre à 20h Brigitte Boisjoli. Après avoir conquis le Québec avec son disque hommage à Patsy Cline, Brigitte Boisjoli porte cet univers sur les planches aux quatre coins de la province. Des billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. Ici Guy Jodoin. Je vous dis qu'il y en a de la fraîcheur chez Super C. Normal, chaque jour, ils vendent des montagnes de légumes puis des tonnes de fruits. Pis c'est sans compter la viande. Pas étonnant que ça soit toujours frais. Jusqu'au 30 novembre, chez Super C, les raisins rouges ouverts sans pépins sont à 1,44 la livre. Et le rôti de botte palette désossé est à seulement 3,49 la livre. Et si jamais je suis pas satisfait de la fraîcheur d'un produit, je suis remboursé à 100%, plus 10%, garantie. C'est ça la qualité fraîcheur zéro compromis chez Super C. Les conditions s'appliquent, voir superc.ca. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, on va parler de politique municipale un petit peu. Là, on a une première conseillère qui a affiché ses couleurs en vue de l'élection de 2017. Et non pas la dernière. Sûrement pas la dernière. Ben non. Peut-être qu'il y a quelques noms qu'on connaît là qui n'ont pas l'intention de se représenter, mais qui ont l'intention d'être candidates à la prochaine élection. Ben il y a Charlotte Audette, elle l'a annoncé officiellement hier soir. Elle a fait un beau bilan de sa dernière année d'implication pour le conseil municipal de Sept-Îles. Bonjour Charlotte Audette. Bonjour. Alors c'est ça, hier soir, toutes les années à part ça, Madame Audette, elle a fait ça. Elle a pris le temps lors du tour de table de faire le bilan de la dernière année et il était assez imposant ton bilan. Je pense qu'en étant à la retraite, on a plus de temps pour s'impliquer à la municipalité, hein? Ben effectivement, honnêtement, là, depuis décembre que j'ai pris ma retraite du réseau de la santé, ça me donne beaucoup plus de temps. J'ai beaucoup plus de satisfaction là à pouvoir mener à terme puis mener plus rondement mes projets municipaux. Mm-hmm. C'est beaucoup plus satisfaisant pour moi. Est-ce que c'est bien différent de ce que tu t'attendais? C'est quand même ton premier mandat, là. Tu l'as dit un petit peu hier soir. C'est assez intéressant pour que tu veuilles continuer, mais est-ce que par rapport à tes attentes, t'as des surprises dans la pratique là d'une élue municipale? Honnêtement, disons, la première année, j'ai trouvé ça plus difficile. C'était sûrement une année d'adaptation. C'est sûr qu'il y avait des gros dossiers aussi sur la table qui faisaient en sorte qu'il n'y avait pas une harmonie totale disons, au niveau de la table, qui était plus difficile. Ça créait une atmosphère de travail un peu plus corsée. Par ailleurs, au fil des ans, disons, ces conflits-là se sont atténués. Puis on a probablement mieux appris à travailler tous ensemble aussi. Maintenant, c'est beaucoup plus harmonieux puis c'est beaucoup plus satisfaisant pour tout le monde. Est-ce qu'on décide de se représenter par volonté de défis, de nouveaux défis, ou par sentiment de ne pas avoir complété des dossiers qu'on avait déjà entamés? Écoutez, disons, pour moi, c'était effectivement une première en politique municipale. Disons, les premières, deuxième années, là, je vous dirais que c'est beaucoup d'apprentissage. Mm-hmm. Parce que j'avais beau venir d'un réseau, j'avais l'impression que réseau pour réseau, ça devait se ressembler. Mais je me suis aperçue que disons, le monde municipal, c'est un monde en soi. Comme la santé peut l'être aussi. Mais j'ai fait beaucoup d'apprentissage à ce moment-là. Puis j'ai l'impression que je vais être mieux armée dans un deuxième mandat pour pouvoir. Puis tu sais, je me suis dit je me suis investie à fond là-dedans. Fait qu'il faut que ça vale la peine là. Fait que c'est surtout ça ma motivation. C'est sûr que personnellement j'y retire une satisfaction. Puis j'ai l'impression aussi de pouvoir encore donner aux citoyens.
C'est mes deux principales motivations. Après un mandat d'expérience dans ton quartier au centre-ville de Sept-Îles, pourquoi pas la mairie? Je t'aurais vu. Moi, candidate à la mairie, tu y as pensé? Honnêtement, là, en début de mandat, à un moment donné, et puis même quand j'avais décidé de me présenter comme conseillère municipale, je me disais, ça va me donner l'opportunité de voir un peu ce que ça a de l'air, puis peut-être que ça pourrait m'intéresser. Honnêtement, aujourd'hui, je pense plus du tout. Je suis très bien dans mon rôle de conseillère municipale, puis la mairie, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Dis-moi donc, dans un quartier comme le tien, au centre-ville, on a un peu l'impression quand même que les citoyens, pas s'en foutent, mais tu sais, ils élisent une personne une fois par 4 ans, puis après ça, ils la laissent aller avec ça, là. Il y a quand même t'as essayé de faire des rencontres de comités de citoyens, de quartier. Est-ce qu'il y a des gens qui vont là? Est-ce que on garde un lien après avoir été élu, là, avec la base, finalement, les électeurs? Ce que je me rends compte, là, effectivement, à chaque année, j'ai fait une rencontre de citoyens. Quand j'avais des rencontres de citoyens qui étaient comme plus pour un projet en particulier, comme entre autres le jardin communautaire, il y avait plus de gens, puis c'était pas nécessairement des gens du quartier. Ouais. Il y avait des gens d'un peu partout. Ce que je me rends compte, c'est que les gens du quartier, je suis très accessible parce que, tu sais, je suis souvent à pied, en course, je suis en là vélo, dans le dans la quartier. dernière année, beaucoup. C'est ça, effectivement. Fait que j'ai l'impression que les gens savent comment me rejoindre, puis quand il y a quelque chose, me sollicite aussitôt. Ils attendent pas d'avoir la réunion. Ouais. Fait que c'est intéressant aussi cette façon de travailler là parce que quand les gens ont des préoccupations, ils me les partagent puis tout de suite on peut le régler. C'est qu'il faut être présent sur le terrain, que ce soit dans des activités, dans des événements, dans des projets. C'est à ce moment-là que les gens nous interpellent pour nous parler de peu importe le problème qu'ils ont dans leur quotidien? Oui, tu sais, souvent dans mes marches, à l'épicerie, un peu n'importe où. Il y a aussi la page Facebook, il y a toujours le numéro à la mairie. Il y a des gens qui m'appellent via le numéro à la mairie ou via Facebook pour des petites problématiques ou des suggestions, des pistes d'amélioration aussi, là. C'est pas nécessairement du chialage, non, c'est ça. C'est souvent, au contraire, plutôt des choses avec lesquelles on peut grandir. Mais il y en a tout le temps un petit peu aussi du chialage. Dans ton cas, quoi, t'en as pas vu trop? On a vu tes initiatives, beaucoup de projets positifs, là, le jardin communautaire, tout ce qui se passe au niveau des changements, des améliorations à Ski Galix. Finalement, ça a été un mandat facile, dirais-tu ça comme ça? Ben, pas nécessairement facile, mais c'était un mandat enrichissant. Enrichissant pour moi, puis je pense que pour la population aussi, parce que il y a effectivement différents dossiers qui ont avancé. Puis moi, je pense que le positif attire le positif. Tu sais, quand on veut aller par en avant puis regarder par en avant, ben, on trouve les solutions. En même temps, le prochain exercice budgétaire sera pas le plus facile que vous avez vécu parce qu'il y a des inconnus, il y a la faillite de Cliff là-dedans, il y a des choses qu'on n'a même pas le droit de commenter à la radio, mais tu t'es impliqué aussi là sur l'ensemble du conseil. Ça à quoi tu faisais référence tantôt, c'est un petit peu le dossier Ménarneau, là. Ça avait été très présent la dernière campagne électorale. C'est resté un peu latent la première année. Maintenant, on en parle plus ou moins. Toi, tu es sur le comité justement Ménarneau. Depuis 1 an, c'est très tranquille. Ce sera pas un enjeu de la prochaine campagne électorale à la mairie, je pense pas, là. Ben, en tout cas, j'espère bien que non, là. 2 fois de suite serait plate. Ouais, vraiment. On connaît pas le contexte qui peut arriver dans les prochains mois. Non, c'est ça. C'est sûr que moi, je fais partie effectivement du comité de suivi et de consultation du projet de Ménarneau. C'est un comité qui doit être là pour suivre le projet. C'est sûr qu'actuellement, il fonctionne au ralenti, c'est normal, il n'y a pas d'activité. Par ailleurs, tout est bien transparent, puis les gens peuvent avoir accès à l'information via le site web de Ménarneau. Puis quand les gens, ça arrivé là dans la dernière année et encore très récemment, que les gens aient des préoccupations, moi je suis chère de courroie de transmission pour le transmettre au comité de suivi. Comme par exemple, on va avoir une rencontre demain, puis on va répondre à une demande qui nous a été adressée par une citoyenne. Ça sert à ça. Le projet de jardin communautaire dans ton quartier, c'est avec l'école un petit peu, hein, entre l'école et la commission scolaire du littoral. Là, on sait qu'il y a un terrain là qu'on souhaite améliorer par la même occasion. Ça devrait prendre forme le printemps prochain, ça. Oui, le jardinage devrait commencer. Déjà, on peut voir là que la clôture autour du jardin a été érigée. Il y a un petit cabanon aussi qui a été mis en place, des bancs, certains trucs. Puis l'année prochaine, ça devrait être le jardinage qui commence. Eux aussi se sont constitués un OSBL, c'est un comité très actif qui devrait avoir sa rencontre là très prochainement, son assemblée générale annuelle. Ils sont aussi en recherche de financement pour les smart pots qu'on appelle là. Fait qu'ils sont là-dedans, mais c'est un comité là vraiment qui va bien, c'est le fun de voir ça. Donc, ça pousse. Dans vos différentes implications, c'est vraiment la recherche de financement qui est au cœur même de différents. On parle de la station récréo-touristique Galix, on parle du jardin.
le financement est le nerf de la guerre pour plusieurs choses dans lesquelles vous vous impliquez. Ben, effectivement, puis je pense que dans la vie, c'est souvent comme ça, là. Oui, en général. On passe pas à côté. Fait qu'effectivement, c'est sûr que c'est des gros dossiers. Vous parlez de Galix. Moi, c'est un comité que je suis depuis longtemps, là, même avant d'être... Je regardais ça pour les desserts, tes inquiétudes exprimées hier soir concernant la station de ski Galix. Je dois revenir à un autre petit projet dont tu as fait mention dans ton bilan hier, un parc canin, ça. Est-ce que c'est une question d'argent encore? Il me semble que ce serait pas si compliqué que ça pour la ville, là, de répondre aux gens qui aimeraient avoir un parc où on peut y aller avec nos chiens. Effectivement, on a constitué un comité là encore qui éventuellement devrait peut-être aller vers un OSBL, mais ils sont pas tout à fait rendus là. C'est sûr que c'est beaucoup en lien avec peut-être une éventuelle relocalisation de la SPCA. OK. Parce que ça pourrait devenir une belle opportunité. Fait que les deux dossiers se suivent. Fait que c'est pour ça qu'actuellement, le dossier de Parc Canin avance un peu moins. Mais on avait quand même trouvé une alternative qui est intéressante pour les gens, là. Le bout de la rue Le Ventoux qui est resté fermé tout l'été. Moi, tous les jours, quand je passais là, il y avait des gens qui promenaient leurs chiens. Okay. C'est sûr, c'est peut-être pas l'idéal. On s'entend, c'est pas ça un parc canin, j'en conviens. Mais tout au moins, ça faisait bien le travail. Bon. Tu as parlé aussi de ton implication au niveau d'un comité, je pense, qui s'appelle Action Vigilance Santé. Je pense que ça avait été créé justement. Le milieu municipal est toujours préoccupé par ce qui se passe dans le réseau de la santé. Toi qui l'as bien connu, le réseau de la santé, t'en as quelle interprétation? L'austérité, la fusion de tous la création d'un seul centre intégré de santé, finalement. Pour toi, ça se passe bien? Le comité Action Vigilance, c'est justement de voir à ce que les services à la base, les gens soient bien, on puisse répondre là aux demandes de la population. Oui, écoutez, c'est sûr que c'est une très grosse transformation. Puis je regarde mes ex-collègues, c'est un gros boulot qu'ils ont à faire. Il y a beaucoup de cadres qui ont sauté dans le réseau de la santé ou qui ont été mis à la retraite un peu rapidement, non? Ben écoutez, pour moi, c'est une opportunité, là, et j'en suis fort heureuse. Mais puis peut-être pour d'autres aussi, je sais que dans certains cas, c'est peut-être moins facile. Par ailleurs, ce qui est important pour moi puis pour l'ensemble des gens qui siègent sur ce comité-là de Vigie Santé, c'est vraiment qu'on puisse conserver le même niveau de service. Puis quand on parlait de la réforme, le ministre Barrette nous disait toujours que ce serait pareil ou mieux. Fait que c'est ce qu'on s'assure. Puis c'est sûr que, tu sais, en ayant fait ma carrière dans le réseau de la santé, souvent les gens m'interpellent à ce niveau-là. Avec, tu sais, leurs petits problèmes, tout ça. T'as l'impression qu'il va en s'améliorant, le réseau? Ce qu'on a vécu dans la dernière année, c'est pareil ou mieux comme le promettait le ministre? Ben, c'est sûr que quand on regarde ça, des fois, certains exemples de façon parcellaire, là aussi, on peut avoir certaines inquiétudes. Dans les premières interventions du comité, c'était beaucoup la répartition des postes de cadre, des postes décisionnels entre Baie-Comeau et Sept-Îles. Je pense que pour l'instant, là, on est quand même satisfait. Ben oui, mais je pense que, disons, les gens aussi, là, ils veulent vraiment se centrer sur la qualité des services. Okay. Tu sais, dans le fond, que les personnes qui donnent les services, c'est important, c'est vraiment important, mais ce qui est davantage important, c'est qu'on puisse avoir accès aux services qu'on a besoin. C'est ça, là, qui est le focus pour ce comité-là. Et là, on est rendu au dessert. On va parler de la station de ski Galix. Es-tu encore présidente du conseil d'administration? Il y a eu une assemblée générale en fin de semaine? Oui, non, ça fait déjà un moment, là, depuis que je suis du côté municipal. Je suis plus présidente, considérant le fait que je représente. Tu représentes la ville. Je représente la ville au sein du conseil d'administration de la station de ski Galix, puis mon implication quand même remonte un certain temps, là. Fait qu'effectivement... Hier, tu as quand même clairement exprimé tes inquiétudes. Pour l'instant, on parle d'inquiétudes. Le projet de chalet, c'est quand même un projet d'envergure. Il y a une subvention là-dessus d'1,5 million du gouvernement du Québec avec un échéancier. On veut pas la perdre, la subvention. Les travaux, ça devrait se faire l'été prochain. Mais là, pour l'instant, là, financièrement, il faut que le milieu fasse sa part dans tout ça, là. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, tout doit être bouclé pour l'été prochain. Fait que ça devient vraiment, pas la construction terminée, là, mais tu sais que tous les montages financiers, tous les plans, tout ça. Pour être en chantier, c'est ça. Pour que ça puisse débuter, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, dans le fond, là, on est en décembre bientôt. Fait que là, il faut vraiment mettre le pied sur la pédale pour que ça avance de façon rondement. Puis effectivement, c'est que, disons, on avait, tu sais, plus on avance, plus on s'aperçoit que le montage financier qu'on avait fait, où on prévoyait
que la station de ski, dans les 20 prochaines années, pourrait, de son budget d'exploitation, dégager un surplus de l'ordre de 60 000 $ pour payer la dette du exigeant, chalet. ça, ouais. Oui, c'est sûr qu'on avait une vision très, très optimiste à ce moment-là. En même temps, il peut y avoir d'autres choses qui pètent, comme on dit. C'est ça. Il y a d'autres équipements, il n'y a pas juste le chalet. Effectivement, puis c'est ça qui nous a apporté à cette réflexion-là, parce qu'on a fait, disons, un peu une évaluation de nos différentes infrastructures. Puis on s'est aperçu que, bon an, mal an, faut remettre aussi des investissements autant sur le remont de pente. Le remont de pente, le câble de remont de pente. Tu sais, juste ça, c'est comme 75 000 $, juste changer le câble. Puis ça, faut le changer quand même à certaines échéances. Il y a aussi tout le système d'enneigement, les lumières. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose. Fait que là, c'était vraiment surestimé. On a revu ce montant-là à la baisse, plus aux alentours de 35 000 $ par année, ce qui nous amène à un manque à gagner. Avant d'entrer en onde, je discutais avec Jean et je lui disais, j'ai pas de problème à ce qu'on investisse même publiquement nos argent dans une infrastructure comme ça, mais on a essayé de changer la station de ski Galix pour la station récréo-touristique Galix, d'augmenter l'offre. Par exemple, avec les motoneiges, c'est un beau point, un beau relais entre cette île et Port-Cartier. De la raquette, peut-être même du ski de fond, les glissades qui ont déjà commencé à être assez populaires. Est-ce qu'on pense déjà à augmenter l'offre qui ferait que plus de gens se déplaceraient là et que les rentrées d'argent seraient plus importantes? Oui, c'est clair. Puis c'est clair aussi, tu sais, notre chalet, là, on s'entend qu'on n'est plus dedans du tout, là. Tu sais, c'est vraiment très désuet. Ouais, il y a plus personne qui loue pour des noces comme dans le bon vieux temps non plus, ou des parties de Noël, là. Fait que c'est clair qu'on se dit juste d'avoir un beau chalet puis accueillir les gens comme ça serait normal qu'on puisse les accueillir. Déjà ça aiderait beaucoup. Ces dernières années, on l'a vu quand même, une augmentation de la clientèle des jeunes familles. Fait que c'est encourageant, là. Mais, tu sais, faut avoir ce chalet-là. La pérennité de la station de ski passe aussi par ça. Puis, c'est quand même un investissement de près de 3 millions. Mais disons, la subvention qu'on a eue, 1,5 million, on peut pas laisser échapper ça, là. Fait qu'il faut trouver des solutions. C'est sûr que, tu sais, notre conseil d'administration, on se sent très petit devant cette grosse montagne à surmonter. C'est clair aussi qu'on s'est jamais vu aussi près de l'échéance puis aussi loin à la fois, parce qu'il y a 400 000 qui nous séparent, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, on n'est pas en mode panique actuellement, là. Mais c'est inquiétant. Puis moi, j'aime mieux, là, tu sais, je vois mon rôle comme ça au conseil municipal, là. Dans le fond, je suis là pour lever le drapeau rouge puis dire, écoutez, là, il y a quelque chose qui s'en vient, puis tu sais, moi, j'aime mieux avertir les gens de façon très transparente, puis qu'on puisse essayer de trouver des solutions ensemble. Puis tu sais, c'est sûr que on a lancé ce cri d'alarme-là aussi, là, à l'Assemblée générale annuelle, samedi, devant les membres. Il y avait une 50aine de membres présents. Mais tu sais, chacun dans nos familles, on a une capacité de payer aussi, là, tu sais, c'est encourageant. On en parle d'avance, puis il y avait 50 membres présents dans une assemblée générale, c'est très c'est bon. Ça, assez rare. Hein? Ah oui, non, les gens sont mobilisés puis ils croient à leur station de ski. C'est juste que là, il faut refaire un dernier petit tour de roue. Pour ce qui est de l'autre débat qu'a lancé Tommy, on se reprendra parce qu'il y a eu aussi des investissements dans le centre plein air du lac des Rapides, ce qui fait que le volet récréo-touristique à l'année de Galix, là, on l'a peut-être mis de côté par d'autres décisions. Mais ça, c'est un autre débat, on en reparlera. On n'a pas plus de temps pour l'instant. C'est clair. Puis c'est clair aussi que le mandat que les municipalités nous donnaient, c'est vraiment, disons, d'opérer en saison hivernale pour les sports de glisse. Les tubes, les raquettes, ça va, mais disons, les villes étaient pas au rendez-vous qu'on ait une offre de service plus grande que ça. Puis c'est correct. Il y a d'autres gens qui l'offrent. Charlotte Audette, un gros merci pour ta présence à Côte-Nord Attitude. On va te souhaiter une bonne année d'élection. Es-tu déjà en campagne électorale avec ce que tu as annoncé hier? C'est juste que moi, j'aime ça, prévoir mes choses à l'avance. Fait que je l'ai dit, à partir du moment où je prends ma décision, je le dis, c'est transparent. Mais écoutez, je suis pas en campagne électorale plus que ça, là. Je vais continuer de faire mon travail comme je le faisais depuis les 3 dernières années. Et bravo pour tes bilans annuels bien structurés avec tous les commentaires, des discours écrits à l'avance pour être sûr de rien oublier. Moi, j'ai apprécié, je pense que t'es la seule qui a fait ça, une fois par année, prendre le temps autour de table pour expliquer tout ce que tu as fait dans l'année. Puis j'espère que les résidents de ton secteur ont apprécié aussi. Oui, puis c'est toujours disponible aussi sur ma page Facebook de conseillère municipale. Si des gens ont pas pu l'entendre, ils peuvent aller le lire à ce moment-là. Puis si des gens ont des commentaires, ça va me faire plaisir de les avoir aussi. Un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup. Attitude.
La ville de Sept-Îles désire informer la population que l'intersection entre l'avenue Brochu et la rue Napoléon sera fermée à la circulation le mercredi 30 novembre de 8h30 à 16h30 en raison de travaux de réparation des feux de circulation. Les automobilistes devront faire un détour dans ce secteur. Je répète, la ville de Sept-Îles désire informer la population que l'intersection entre l'avenue Brochu et la rue Napoléon sera fermée à la circulation le 30 novembre de 8h30 à 16h30 en raison des travaux de réparation des feux de circulation. Les automobilistes devront faire un détour dans ce secteur. La ville de Sept-Îles s'excuse des inconvénients occasionnés et vous remercie de votre collaboration. Ne manquez pas ça! Les aubaines du vendredi fou débutent à 8h et se terminent à 8h01. Vous devriez déjà faire la file. Soyez-y ou vous le regretterez. Les offres du vendredi fou devraient pas être aussi intimidantes. Chez Ford, le seul dur de dur, c'est le F-150. Du 17 au 30 novembre, obtenez 8 000 $ en rabais du vendredi fou sur le F-150 2016 neuf sélectionné, en plus de 1 500 $ d'accessoires sans frais supplémentaires. Une offre imbattable de votre champion imbattable. Détails sur trouvervotreford.ca. Voici venu le temps du magasinage des fêtes. Choisissons les entreprises d'ici, appuyons l'économie d'ici, appuyons les gens d'affaires d'ici. Quand vous achetez Sept-Îles, vous aidez une petite fille à prendre des cours de danse. Vous aidez un petit garçon à être dans une équipe sportive. Vous aidez une maman ou un papa à mettre de la nourriture sur la table. Un message de la Chambre de commerce de Sept-Îles et de la boutique au Petit Chaperon Rouge. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Tommy, elle est native de Port-Cartier. Elle a suivi ses études universitaires en médecine, puis elle est revenue pratiquer à Port-Cartier. Déjà ça, c'est intéressant pour le milieu. Et là, en plus, elle a décidé de s'impliquer comme présidente de la campagne de financement 2017 de la Maison de la Famille. Le docteur Annick Aymon de Port-Cartier est avec nous par téléphone. Bonjour, docteur Aymon. Bonjour à vous deux et à tout le monde. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, très bien, on le sait. Les médecins en général, surtout ceux qui pratiquent en médecine familiale, sont très occupés. Vous vous donnez des mandats supplémentaires. Comment pensez-vous réussir à allier la médecine, la pratique et la présidence de cette campagne de financement 2017 de la Maison de la Famille? Ben écoutez, je pense que c'est un mandat qui est un honneur en fait de représenter, de travailler avec cet organisme-là qui fait des petites merveilles tous les jours. Sincèrement, j'ai pas, moi dans le fond, je suis un peu une voix supplémentaire pour promouvoir là, mais il y a une équipe extraordinaire à la Maison de la Famille, puis je pense que si moi je peux leur donner un petit coup de pouce, puis leur donner un petit peu de visibilité, ça va me faire plaisir. Puis c'est pas un gros travail, au contraire là, ces gens-là aident ma clientèle tous les jours là. Donc votre rôle, ça sera vraiment de parler le plus possible de la mission et de la campagne? Ben absolument, puis de faire connaître les services de vous savez, les organismes communautaires ont la vie un peu difficile dans les dernières années. Je pense qu'il faut apporter du soutien à ces organismes-là qui font des merveilles avec pas grand-chose. Puis sincèrement, moi, je suis sur le terrain tous les jours, puis j'ai une grosse clientèle de jeunes familles, d'enfants qui bénéficient des services de cet organisme-là. Alors c'est quand même assez facile pour moi. Là, c'est pas un gros travail de vendre cet organisme-là. Vous parlez des services et des gens que vous devez côtoyer. En tant que médecin, quel impact la Maison de la Famille a sur votre communauté? Qu'est-ce que vous voyez concrètement? Ben concrètement, écoutez, investir dans nos enfants, c'est investir dans l'avenir de tout le monde. Hein? Puis je pense que si on donne une intention particulière puis qu'on favorise le développement harmonieux de nos enfants, c'est toute la communauté qu'on aide. Dans le fond, la Maison de la Famille, c'est un lieu, un milieu qui offre plein de services, que ce soit la halte de garderie, les éveils préscolaires. Tu sais, on l'a vu avec des enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage ou des difficultés de développement, qui ont été référés au Petit Soleil, là, qui est une des activités de la Maison de la Famille. Puis en un an, là, on a vu l'impact incroyable là, de la socialisation, des interventions des éducatrices, puis pour les mamans aussi, les papas et toute la famille, là, parce que on parle de la Maison de la Famille, mais c'est pas juste les enfants, c'est même les grands-parents. Il y a quand même un service de petits garde-manger, là, de dépannage alimentaire. Là, ça touche tout le monde. Là. C'est pas juste les jeunes familles, hein, c'est des fois nos personnes âgées aussi. Fait qu'en tout cas, moi, dans mon travail, je le vois tous les jours. Là, on a des enfants qui ont acquis des compétences avant d'entrer à la maternelle. Et ça, c'est primordial parce qu'ils partent avec une longueur d'avance et non pas de retard. Là. Vous êtes à même de le constater que plus on investit dans les intervenants de première ligne, donc les organismes communautaires tels que la Maison de la Famille, moins on a à dépenser ou les gens ont à moins se rendre au dernier recours qui sont les services de santé.
Ben tout à fait. Puis tu sais, je pense que la prévention, de toute façon, écoutez, on a eu différentes activités là axées sur la prévention. Là, on s'est parlé dernièrement pour Marche avec ton doc. Là, tu sais, la prévention, c'est la clé. Là, je veux dire, faut pas se le cacher. Je pense que la prévention, c'est le secret. Puis ce qu'on met en argent dans des organismes comme la Maison de la Famille, ben comme vous dites, on l'économise en bout de ligne, puis on en sauve tellement. Ça coûte tellement pas cher, puis on fait tellement des belles choses avec pas grand-chose à cet endroit-là. Puis je pense qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Puis on a le déménagement cette année en plus de la Maison de la Famille. Vous savez, comme moi, quand on déménage, il faut acheter des stores, il faut acheter plein d'affaires. C'est plein de nouvelles dépenses, de nouveaux matériels qu'il faut acheter. Fait que c'est sûr qu'on demande aux gens d'être généreux. Puis même si c'est un contexte économique qui est difficile, ben je pense qu'il faut être solidaire d'un organisme qui nous aide tout le monde. Là. Et c'est un 20e anniversaire également. On peut se dire qu'on leur fait un beau cadeau? Ben on peut se dire qu'on se fait un beau cadeau, parce que de faire un cadeau à la Maison de la Famille, c'est faire un cadeau à tout le monde. C'est faire un cadeau à nos enfants, à nos petites familles, à nos grands-parents qui des fois les fins de mois sont difficiles. C'est un peu ça, puis c'est des services personnalisés, puis ça, ben vous savez que c'est le secret des petits organismes là, d'avoir des choses bien ciblées. Et malheureusement, on en parle aussi quand ça va mal, quand il y a des choses qui se passent de pas correct dans des organismes communautaires. Mais à Port-Cartier, la Maison de la Famille, c'est un organisme sérieux. Moi, j'ai une ex-collègue, Isabelle Dastou, qui s'occupe notamment des communications, qui travaille là. Je pense qu'il y a une belle équipe aussi avec Madame Plante, là. Je pense que tu l'as constaté, là. On s'associe pas à un organisme quand on n'est pas sûr des résultats non plus, hein? Ben c'est toujours un peu, c'est quand même notre photo, notre nom, hein, qu'on associe. Donc non, moi c'est un honneur d'être avec cet organisme-là. Puis sincèrement, je pense qu'il faut encourager. Puis tu sais, c'est des choses en fait assez simples. Là. Je veux dire, c'est des services de base, mais des services de base tellement importants. Fait que je veux dire, puis l'équipe, comme vous dites, est géniale. Puis ils font des petits miracles tous les jours avec pas grand-chose. Tu sais, je veux dire, on le voit là, les utilisateurs des services sont satisfaits, puis ça, je pense que c'est toujours le meilleur prédicteur de est-ce que ça marche ou pas, là. Et je pense que Dr. Annick Aymon, vous l'avez dit au début d'entrevue, là, c'est un honneur pour vous aussi, là, quand on vous l'a offert la présidence de la campagne, c'était pas simplement pour vos capacités d'aller chercher de l'argent, parce que finalement, on apprécie le fait que vous êtes natif de Port-Cartier, que vous avez choisi de revenir à Port-Cartier. Je pense qu'à un moment donné, à un moment crucial, là, vous aviez aussi une offre pour vous établir à Bécomo, ce qui était quand même pas très loin dans votre région natale. Vous avez vraiment choisi de revenir à Port-Cartier. Vous en êtes heureuse? Moi, je suis très contente. Écoutez, je pense qu'on a une belle communauté. Écoutez, c'est sûr que ces temps-ci, on a un contexte socio-économique qui est moins favorable qu'il y a quelques années. C'est pas facile pour personne. On a des jeunes familles, entre autres, qui en arrachent là de ce temps-ci. Mais, tu sais, je pense que la Maison de la Famille, c'est un organisme qui a des valeurs très communes avec moi, c'est-à-dire d'être proche des gens, de travailler avec eux tous les jours. On a la même clientèle finalement. Fait que on travaille un peu pour le bien-être des gens, puis ça nous rejoint beaucoup. Puis c'est sûr que moi, écoutez, je suis une fille de Port-Cartier, je suis née dans l'ancien hôpital de Port-Cartier, là, fait qu'on peut pas être plus port-cartoise que moi. Mais ça demeure que, tu sais, je pense qu'il faut s'investir dans la communauté. Puis tu sais, j'ai eu des mentors extraordinaires. Je regarde le docteur Pierre Gosselin, entre autres, ici, docteur Claire Godreau, qui sont des gens qui sont très, très, très impliqués. Donc, je pense que ça amène une couleur à notre équipe ici, qu'on est peut-être un peu plus... comment je pourrais vous dire ça? C'est spécial. On est en famille à Port-Cartier. On est en famille à Port-Cartier, c'est le fun. Une communauté tissée serrée, là, on l'a vu là, dernièrement là, avec le gala de boxe du Lady Era là, qui remet toujours une certaine partie de ses profits à la Maison de la Famille de Port-Cartier. Pour les gens qui nous écoutent, dans les prochaines activités, il y aura une dégustation de vin et fromage le 18 février. Il y aura également une journée familiale là, qui est cet été, donc qui se planifie. Sinon, le déménagement, des festivités pour le 20e. Allez visiter la page Facebook là, pour plus de détails là, sur Facebook, Maison de la Famille PC. Pour retrouver tous les détails des activités. Sinon, bonne campagne 2017 à la présidente pour cette campagne de la Maison de la Famille de Port-Cartier, Dr. Annick Aymon. Merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup. Puis juste signaler, en fait, qu'il y aura aussi le gala de boxe le 18 mars, organisé par le club de boxe des DRA, là, en collaboration avec le CPA de Chatouille. Fait que ça, c'est important. Puis, dans le fond, il y a 2 événements surprises, probablement, là, qui vont avoir lieu en plus cette année pour aller chercher d'autres sous. Fait qu'on vous tient au courant, là. À suivre. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Dr. Raymond, pour l'entrevue en direct ce midi. Bonne journée. Côte-Nord. Attitude. Pour vos parties de groupe ou encore en famille, pensez à réserver à l'Oriental du Nord. Une table d'hôte du temps des fêtes est disponible. Le restaurant L'Oriental du Nord offre aussi la possibilité de livraison de buffet pour les groupes. Informez-vous au 88 968 60 80. Vous pouvez consulter notre menu au www.orientaldunord.ca. Notre salle à manger est ouverte du mardi au dimanche de 11h à 22h. L'Oriental du Nord, 1006 Boulevard L'Or, 88 968 60 80. Chers clients du Cyberlundi, notre solde du Cyberlundi avec des aubaines massives a été prolongé jusqu'à vendredi. Économisez jusqu'à 70% de rabais sur tous les forfaits vacances tout inclus pour des séjours en famille, entre adultes et de luxe vers nos destinations les plus populaires. Saisissez les aubaines et envolez-vous avec le numéro 1 au Canada dans le Sud. Appelez votre agent de voyage ou visitez La chronique d'assurance vous est présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon-Rochette, votre cabinet de services financiers et courtier en assurance de dommages par excellence à Sept-Îles, au 493C Avenue Brochu, 88 962 6916. Eh bien, c'est l'heure de notre chronique assurance avec l'expert Guy Duchesne de chez Accès Conseil Assurance et Services Financiers Mainguy Gagnon-Rochette. Bonjour, Guy. Salut, Jean. Guy, la neige se fait attendre, hein, elle prend du retard à Sept-Îles, mais il y aura nécessairement un hiver qui s'en vient. Là, on le sent avec les températures qui ont baissé depuis quelques jours. On a des véhicules récréatifs. Ceux d'été, on les remise avant le 1er décembre, normalement. Mais ceux d'hiver, on est sur sa veille de sortir les motoneiges, hein? On est à veille de sortir les motoneiges et on a également les quads, les VTT qui sont utilisés maintenant par plusieurs à l'année dans les sentiers de quad. Donc, je voulais ce midi clarifier les besoins, les exigences en assurance de responsabilité civile là, pour les propriétaires de véhicules récréatifs. Oui, c'est des véhicules, quand ils sont saisonniers, on peut les assurer en conséquence, mais c'est important hein, que chaque véhicule soit bien couvert. Effectivement, la loi oblige le propriétaire d'un véhicule récréatif à avoir une assurance responsabilité civile, donc pour les dommages à autrui, les dommages à des tiers, d'un minimum de 500 000. En assurance automobile, le minimum de la loi, c'est 50 000, mais pour les motoneiges et VTT, on parle d'un minimum de 500 000. Il y a différentes façons d'obtenir cette protection, soit par l'assurance directement où on assure les dommages au véhicule. Donc, on s'achète une nouvelle motoneige, on veut l'assurer pour ses dommages, on fait une collision ou elle est volée ou un incendie. Donc, on peut prendre l'assurance responsabilité civile également à même cette police d'assurance pour le véhicule, soit directement avec votre assureur sur le même contrat. C'est possible d'ajouter la responsabilité civile. Plusieurs personnes, par contre, le font directement avec la carte de sentier, soit la carte de sentier de la Fédération québécoise des clubs de quad ou de la Fédération québécoise des clubs de motoneige. Ah, il y a déjà une assurance d'inclus quand on prend une carte de membre, quoi? Effectivement. Donc, dans la cotisation de la carte de membre qui nous donne le droit d'accès au sentier, est inclus une assurance responsabilité. C'est un minimum quand même, j'imagine, hein? C'est ce que je vais vous donner les montants présentement. Dans le cas des clubs de quad, on parle d'un montant de 500 000, mais qui est automatiquement bonifié à 1 million par l'assureur Intact qui assure la Fédération des clubs de quad. Donc, à partir du moment où vous avez votre carte d'accès au sentier des clubs de quad, vous avez 1 million d'assurance. 1 million, est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas. Il faut savoir que la SAQ, tant pour les accidents dans les sentiers motoneiges ou dans les sentiers de quad, puis souvent, des fois, c'est les mêmes sentiers, la SAQ, la Société de l'assurance automobile du Québec, ne couvre pas les accidents dans ces sentiers. Donc, si vous causez un dommage à un tiers, des blessures à un tiers, il peut avoir un recours contre vous. Donc, dans certains cas, les blessures peuvent être très graves. 1 million, est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas. Donc, il y a possibilité, à même la carte de sentier, sur les sites web des fédérations, d'aller augmenter, en complétant un formulaire très simple, d'aller augmenter cette limite-là à 2 millions. Il y a un frais additionnel qui va vous être demandé, mais c'est très minime comme frais pour avoir 1 million supplémentaire, chose que je vous suggère fortement. Oui, mais si je comprends bien ça, Guy, ça nous couvre lorsqu'on est sur un sentier fédéré. Là, il y a beaucoup de motoneiges qui se font hors sentier dans une région comme Sept-Îles, Port-Cartier, hein? Oui, mais à partir du moment où on est membre de on a la carte, couvert partout. Vous êtes couvert partout dès que vous utilisez votre motoneige ou votre VTT, ça c'est pas un problème.
C'est des assurances fiables, parce que ce qu'on veut, quand même, c'est de la fiabilité en assurance, là. Ah, ben ça, c'est aucun problème. L'assureur qui est en arrière des deux fédérations, c'est Intac Assurance. Donc, ça, là-dessus, vous avez vraiment aucune inquiétude à avoir. C'est un assureur qui est très présent partout au Québec et au Canada. C'est l'assureur numéro 1 au Canada. Je croyais que dans le cas des assurances, nos véhicules récréatifs, souvent, on fait affaire avec la même compagnie qui assure notre voiture, hein. Il y a même souvent des avantages. C'est possible de le faire, effectivement, sauf que lorsqu'on prend notre carte de sentier, elle est inclue automatiquement. La responsabilité civile est inclue automatiquement et il faut faire une demande pour avoir un crédit pour pas l'avoir si on prend directement l'assurance responsabilité à même l'assurance de dommages du véhicule. Il faut le faire, mais il faut pas l'oublier. C'est ça mon point également, parce qu'on voit souvent des gens qui attendent avant de renouveler leur carte de sentier. Ils sont pas certains s'ils vont en avoir de besoin. Ils tardent à la renouveler et pendant ce temps-là, surtout avec les VTT, ils utilisent leur VTT. Donc, ils se ramassent à une période où il n'y a pas d'assurance. Ouais, ça, c'est... Donc, ça peut causer... ça peut être très dommageable pour advenant un accident. Donc, si les gens ne renouvellent pas automatiquement, régulièrement, à chaque année, leur carte de sentier, il est à ce moment-là préférable de prendre l'assurance responsabilité directement avec votre courtier d'assurance pour éviter qu'il y ait un trou d'assurance. Tu as bien raison. Le nombre de membres ici dans les clubs de motoneige varie beaucoup d'une année à l'autre, selon la couverture de neige aussi, hein? Ben, effectivement. Donc, ceux qui tardent à prendre leur carte de sentier, à ce moment-là, pour éviter qu'il y ait un trou d'assurance, c'est préférable de le prendre directement là, chez votre assureur qui assure les dommages à votre véhicule. Ou si vous avez une motoneige qui est un petit peu plus âgée, vous décidez de ne pas l'assurer, c'est quand même possible de prendre seulement une assurance responsabilité pour vous couvrir là à longueur d'année sans savoir sans être influencé par la carte de sentier. J'imagine qu'on a des choix à faire quand on assure sa motoneige, entre autres, dépendamment de l'utilisation qu'on en fait. Il y a des vrais maniaques, puis il y a des gens qui se passent la motoneige en famille aussi, là. Il faut faire attention, Jean, les conducteurs sont nommés sur les polices d'assurance. Ils doivent être âgés également de 16 ans et plus selon la loi. Donc, on peut pas passer son véhicule là, comme ça là, à n'importe qui. Et pour les VTT, c'est à peu près la même chose. C'est pas sur le même forfait, quoi. Des fois, on utilise les deux dans la même saison. Ça fait que ça prend des assurances. Hein. Chaque véhicule, ça prend une police. Chaque véhicule doit être assuré effectivement, individuellement. Ou des fois, on peut mettre la motoneige et le VTT sur le même véhicule. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire dans certains cas. Mais chaque véhicule doit être assuré individuellement. Même chose pour les véhicules récréatifs d'été là qu'on va remiser, les bateaux et tout ça. Les assurances, il faut l'indiquer à notre assureur, hein, quand on remise, entre autres. Ben, effectivement, Jean, on en a déjà discuté. Normalement, à ce temps-ci de l'année, pas mal tous les véhicules ont été remisés, mais des fois, quand il fait beau, il y en a qui vont le sortir, donc c'est important là, d'aviser l'assureur de la période de remisage du véhicule. On parle bien de véhicules automobiles. On n'a pas besoin d'aviser pour les motos, car la tarification est faite en conséquence. Là. Les assureurs savent à l'avance que les motoneiges ne seront pas utilisées durant l'hiver. Bon, alors voilà, plein de bons conseils pour les amateurs de motoneige. Il faut se rappeler que notre véhicule doit nécessairement être assuré avant qu'on commence à embarquer dessus, là, à rouler dessus pour la saison hivernale. Guy, on est aussi à l'approche des fêtes, là. Il y a beaucoup de décorations, de toutes sortes de choses qui vont rentrer dans nos maisons, dont des sapins. Tout ça pour les assurances. Des fois, ça augmente un peu le risque quand même d'incendie, entre autres, hein? Ben, moins qu'avant, Jean. Les systèmes aujourd'hui sont quand même beaucoup plus sécuritaires. Les lumières chauffent beaucoup moins qu'avant. Donc, les gens, je pense, on a déjà eu des mauvaises expériences dans le passé, il y a plusieurs années, mais honnêtement, moi, depuis 20 ans, j'ai jamais eu de réclamation causée par un arbre, un sapin qui a passé au feu. Par contre, on voit beaucoup de dégâts d'eau causés par les sapins. Les gens mettent de l'eau pour que le sapin reste beau et à l'occasion, il va y avoir des fuites du bassin et lorsqu'on enlève le sapin un mois plus tard, on se rend compte que le plancher de bois franc en dessous est endommagé. Donc ça, c'est à vérifier avant d'installer notre sapin, de s'assurer que le récipient est étanche. Bon, il me semblait que tu devais avoir un conseil pour la période des fêtes en banque pour nous autres, là, aujourd'hui. Guy Duchesne, un gros merci pour cette chronique assurance. Je rappelle que Accès Conseil Assurance, vous avez des bureaux à Sept-Îles, des personnes disponibles en tout temps également. Certainement, le 962-6916. Merci. Merci, Jean. Bonne journée. La chronique d'assurance vous a été présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette Assurance. Vous avez des interrogations? Faites-nous les parvenir à info@commercialpurefm.com. Il nous fera plaisir d'y répondre dans cette chronique. Pour tous vos besoins, Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette Assurance. 493C Avenue Brochu. 88 962 6916.
Ben, Tommy Auger, un gros merci pour la co-animation de Côte-Nord Attitude de ce mardi 29 novembre. C'est toujours 2016. plaisir. En plus, une émission très diversifiée. Ben oui, c'est ça. De la politique municipale aux assurances, en passant Par le communautaire, la maison de la famille, les syndicats. La santé. Ouais. On en touche des sujets. On va essayer de vous en offrir une aussi intéressante et diversifiée demain, entre midi et 13h. Une autre Côte-Nord Attitude. Au revoir.